Bienvenue sur ce plateau de France Info à Change Now, l'exposition universelle pour l'innovation pour la planète, sous la verrière du Grand Palais qui accueillait il y a 120 ans l'exposition universelle. Aujourd'hui, on traite des réels enjeux de la planète pour aujourd'hui et pour demain, avec un plateau de luxe. Je suis très heureux de recevoir à cette table Michèle Saban, dont vous la connaissez comme femme politique au PS. Vous la connaissez peut-être moins pour son rôle au R20, qui est une organisation des régions 20 qui promeut les initiatives pour la planète, les initiatives territoriales. Elle est présidente du R20. Elle nous fait le plaisir de nous rejoindre pour parler justement de cette initiative, de cette dynamique locale qui se fait jour de plus en plus ici en France et un petit peu partout dans le monde. À ses côtés, Chloé Nabédian, que je ne présente pas, vous la connaissez parce qu'elle présente la météo sur France Télévisions. Elle vient de commettre ce livre, La météo devient-elle folle? Elle nous donnera sa conclusion, mais surtout, elle nous parlera de sa prochaine nouvelle émission à partir de, je crois, dès dimanche. Oui, la première est dimanche, après ça sera le vendredi, tous les 15 jours. Tous les 15 jours, à 21h, si à je ne me trompe pas, sur France Info, canal 27. Donc vous comprenez que France Télévisions et France Info se mobilisent énormément pour ces questions autour de la planète. On reçoit également Arthur Harrigui de Cazeneuve, qui est représentant de Capgemini. Vous connaissez Capgemini plus pour ses actions digitales. Vous savez peut-être moins que Capgemini œuvre beaucoup pour promouvoir les initiatives, disons locales, en tout cas de terrain, pour promouvoir ces questions autour de la planète. D'ailleurs, félicitations, vous venez de rentrer dans la A-list de l'organisation Carbon Disclosure Project. Concrètement, ce sont les sociétés qui agissent le plus pour essayer de limiter, d'œuvrer contre le changement climatique. Donc félicitations. Ça prouve bien que vous avez toute votre place à cette table. Michèle Saban, bonjour, je commence par vous. Vous êtes donc présidente du R20. Je rappelle que le R20, c'est une organisation qui s'appelle Région 20 et qui promeut, à l'initiative de Arnold Schwarzenegger, l'Autrichien musclé qui a une vision pour la planète et qui a créé cette organisation en pensant que l'initiative pour la planète pouvait venir des régions, en tout cas des collectivités territoriales. Expliquez-nous. C'est fort de son expérience de gouverneur de Californie, parce qu'il a quand même changé la Californie sur toutes ces questions-là. Que ça aurait été dramatique s'il ne l'avait pas fait quand on voit les évolutions aujourd'hui par rapport au climat et ce qui se passe en Californie. Donc il avait pris des mesures, notamment pour lutter contre la pollution, changer les voitures, l'administration californienne s'est complètement transformée et il en a fait un combat en disant en matière de santé publique, moi j'ai lutté pour la santé en faisant que le sport, le fitness, soit quelque chose de praticable par tout le monde. Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, vous le voyez, dans le plus petit hôtel, la plus petite ville du monde, il y a toujours un vélo, des poids pour faire du sport, pour pouvoir s'entretenir. Et il part de ce principe-là, il dit le climat, c'est la même chose. Donc, il faut lutter contre la pollution pour ne pas que les problèmes de santé interviennent fortement et gravement sur nos populations. Bien vivre sur une planète saine. Exactement, bien vivre sur notre planète. C'est une synergie en fait. On va mieux si la planète va mieux et la planète va mieux si on va mieux. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au R20 exactement? Alors, juste pour vous dire, moi j'étais présidente des régions européennes à ce moment-là. Absolument. Et donc je suis allée le voir en lui disant ça serait bien de faire la même chose au niveau du monde, regrouper l'ensemble des régions. Pourquoi R20? Parce que nous avons pris les 20 régions les plus riches au monde pour pouvoir être en solidarité avec les régions les plus pauvres. Et nous avons travaillé comme ça depuis Copenhague, quand même, ça remonte. Notre visibilité a été faite à la COP21, parce que 2011. Pardon 2011. La COP21 a eu lieu en tout cas, non, Copenhague. Vous êtes présidente depuis 2011 voilà. Et le R20 a débuté en quelle année? 2010. 2010. Donc aujourd'hui, nous fêtons nos 10 ans. Et Laurent Fabius, lors de la COP21, a eu la présence d'esprit, je dirais, d'associer les villes, les territoires et la société civile. Pourquoi? Pour pouvoir permettre la prise de conscience. Et la prise de conscience prise par les territoires a obligé les entreprises, les boîtes, pour dire ça rapidement, de s'y mettre. Parce que quand vous touchez aux citoyens, automatiquement, votre économie s'amplifie, s'améliore par ce biais-là. Il se trouve que je plaide pour les 3 E, et c'est pour ça que je disais à Capgemini tout à l'heure, je vais avoir besoin de vous. Économie, ils sont là pour vous soutenir. Écologie et surtout éducation. Si vous n'éduquez pas un peuple
à la question climatique, ça ne marchera pas. Et il faut prendre ça dès le plus bas âge. C'est pour ça que je me suis tournée vers l'Afrique, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est par les femmes africaines que la question climatique va être progresse et progresse bien. Pourquoi? Parce qu'elles anticipent, elles s'implantent dans des start-up, elles créent elles-mêmes leur propre économie verte. Et aujourd'hui, nous avons créé à Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, de l'agroforesterie. Pourquoi de l'agroforesterie? Vous savez qu'en Afrique, dans certains pays, les femmes n'ont pas droit aux terres agricoles. C'est ancestral, c'est traditionnel. Et donc, elles ne peuvent rien faire. Elles peuvent y travailler, mais elles ne peuvent pas être propriétaires. Donc, avec les régions, qui est quand même notre base, les régions sont propriétaires des forêts, en général, dans beaucoup de pays. Donc, elles mettent à disposition de ces femmes les forêts pour faire de l'agroforesterie, donc du riz, du manioc, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Je peux vous dire qu'en 5 ans, nous allons créer par an 500 emplois en direction des femmes. Et je pense que c'est cette révolution tranquille dont je parlais tout à l'heure. Parce que c'est par cette révolution, par ces femmes qui vont transmettre à leurs enfants le bien-être, les bienfaits et l'éducation au climat que nous allons pouvoir avancer. Et la seule chose que je pourrais dire, et là vous le savez très bien, c'est que ce sont les femmes en Afrique qui sont le plus impactées par le climat. Ce sont les femmes qui souffrent de cette misère climatique et qui immigrent souvent. Et leurs enfants partent. Là, nous faisons un sujet majeur avec le roi du Maroc sur les enfants des rues. Et je peux vous dire et je l'espère fortement, qu'au prochain sommet Afrique-France qui aura lieu à Bordeaux au mois de juin, la question des enfants des rues doit être une question primordiale parce qu'il y va aussi de l'Afrique, certes, mais aussi de l'Europe. Parce que ces enfants traversent souvent la Méditerranée pensant trouver l'Eldorado chez nous, alors que chez eux, ils peuvent faire des choses et réaliser des choses. C'est une des grandes problématiques qui est traitée aujourd'hui ici à Change Now. Vous insistez énormément sur les femmes, vous insistez également sur le fait que les initiatives viennent des régions. Alors 2 questions. Est-ce que sans les femmes aujourd'hui, on peut être aussi efficace? Et pourquoi les femmes sont réellement partout plus efficaces? Et la deuxième question, est-ce que partir de la région, du local, est également plus efficace que d'attendre qu'il y ait un tap-down, que des États prennent les décisions à la place des locaux? Complètement. Complètement. Le principe de subsidiarité aujourd'hui est celui qui fonctionne le mieux. On le voit bien. Un maire aujourd'hui, vous êtes à Paris, vous êtes au cœur de Paris. Il y en a beaucoup ici à Change Now, à peu près 25. Oui. De tous les pays, il y a 100 pays représentés aujourd'hui. Oui, et puis j'ai participé à faire venir des présidents de région, notamment du Mexique, notamment du Brésil et d'Algérie, puisque la région d'Oran en Algérie est une de nos régions, je dirais, phares sur la question des déchets, puisque nous y avons beaucoup travaillé. Mais nous ne pouvons plus faire sans les femmes. Aujourd'hui, comment dire, elles sont au cœur de ce qui se passe en matière climatique. Parce qu'elles sont élues aujourd'hui, dans beaucoup de pays, il y en a encore où elles sont très peu, mais elles sont élues, donc elles font. Elles sont entrepreneuses, et ça, elles font aussi. Et la question du climat est pour elles centrale. Et elles disent ce qu'elles font, et elles font ce qu'elles disent. Et ça, elles sont au cœur de l'éducation dont vous parliez. Non, mais l'éducation, c'est majeur. Un des piliers majeurs. Est-ce que, monsieur de Capgemini, Arthur Arrigui de Cazeneuve, est-ce que ça fait écho tout ce que vient de dire Michel Saban? J'imagine que oui. Tout de suite, une réaction par rapport à l'importance de l'émergence des solutions au niveau local? Alors oui, évidemment, ça fait beaucoup de sens. Nous, ce qu'on constate, c'est que les gouvernements, les pouvoirs publics ne vont pas assez vite pour prendre des décisions et pour faire changer des choses, pour tout un tas de raisons. Et donc, en vérité, les solutions viennent aujourd'hui du terrain, à la fois des municipalités ou des régions, et à la fois des entreprises, qui ont une pression extrêmement forte aussi pour changer. Quand on travaille dans une entreprise comme Capgemini, on est amené justement à travailler avec des collectivités ou des régions pour les aider à se transformer, et c'est extrêmement efficace, finalement plus qu'en accompagnement le gouvernement sur des grandes réformes qui prennent énormément de temps. Et de la même manière, on va aider des clients privés à changer les choses, à changer leur manière de faire, à prendre le virage de la transition énergétique ou écologique. Comment vous les aidez exactement? Quelle est votre participation? Est-ce que ce sont des recommandations? Est-ce que ce sont des financements? Est-ce que ce sont de l'accélération d'idées? Quels sont les outils que vous proposez à ces entreprises, à ces institutions qui viennent vous voir? Alors peut-être en commençant par le secteur public, qui est celui qui nous intéressait au départ. On aide des villes à monter leur stratégie de Smart City.
Donc c'est ce qu'on a pu faire par exemple avec la ville de Dijon. À Dijon, c'est ça. Voilà, donc c'est à la fois établir toute la stratégie, qu'est-ce qu'on va faire avec cette donnée, comment est-ce qu'elle est opérée, comment est-ce qu'elle est gouvernée, et puis derrière avoir tout un cockpit de pilotage pour utiliser cette donnée et vraiment la valoriser pour améliorer la mobilité, faire de l'efficacité énergétique, améliorer l'éclairage urbain, etc. Il y a un sujet qui est clé, que vous avez commencé à mentionner, qui est celui du financement. En fait, aujourd'hui, ce sont quand même, mettre en place une Smart City, c'est assez cher. C'est beaucoup de capteurs, d'informatique, de numérique à mettre en place. Et en fait, on se rend compte que ce financement, il peut être fait par les économies d'énergie, ou en tout cas par d'autres économies, d'autres bénéfices qu'on va avoir en mettant en place une Smart City. Ça, c'est un volet qui est très technologique, sur lequel Capgemini aide de manière assez naturelle. Il y a d'autres cas, comme je pense notamment à la communauté de communes, qu'on aide, une communauté de communes dont je vous donnerai le nom plus tard, qu'on aide actuellement. Et là, on met en place une démarche participative des citoyens qui eux-mêmes designent en fait leur Smart City. C'est-à-dire qu'ils disent, ils ont eux-mêmes choisi les grands thèmes, donc efficacité énergétique, énergie renouvelable, traitement des déchets. On ne peut pas être plus sur le terrain que ça. Ça ne peut pas être plus citoyen que ça. Exactement, et c'est eux qui donnent les objectifs, et c'est eux qui donnent les idées de comment tout ça doit être mis en œuvre. Et ça marche mieux quand les citoyens sont impliqués dans les démarches. C'est incomparable. En termes d'adoption, en termes d'acceptation, c'est incomparable, et puis on est sûr d'avoir des services qui sont beaucoup plus pertinents pour eux. Vous parlez d'économie, Michel Saban, c'est le nerf de la guerre. L'économie, on avait hier autour de cette table des fonds d'investissement qui travaillent désormais sur l'économie circulaire. Comment vous travaillez là-dessus pour qu'à un moment, ces missions-là, ces ambitions-là soient également rentables, sans quoi ça ne peut pas être pérenne? Alors, nous avons le système de levée de fonds, bien sûr, et de la mise en place de fonds verts, mais nous avions un temps d'avance sur Rio, au Brésil, avant ça devait être la Coupe du Monde de foot, je crois. Le gouverneur de Rio est venu nous voir en nous disant, voilà, on a un problème de sécurité dans la ville, il faut qu'on règle le problème d'éclairage, parce que c'est très important, et puis on va avoir le monde entier. Ce qui a marché à Bogota. Voilà, ce qui a marché à Bogota. Ce que nous avons fait, c'est que le processus de financement innovant consistait en la chose suivante. Vous avez raison quand vous dites on fait des économies en matière d'énergie, quand on choisit une belle énergie, une bonne énergie. Là, nous avons changé la ville de Rio en LED, tout l'éclairage public. Ça a réduit de 45% la sécurité dans la ville. L'insécurité. L'insécurité, pardon, lapsus. Et nous avons aussi des accidents, parce que les trottoirs, etc. Mais ils ont réduit leur facture énergétique de moins 75%. Comment ont-ils remboursé le prêt que nous avions fait à ce moment-là pour changer leur éclairage public? C'est qu'au bout de 4 ans, avec les économies d'énergie qu'ils avaient réalisées, la ville de Rio, ils ont commencé à rembourser. Ça veut dire qu'une ville n'est pas impactée par rapport à son budget. Elle anticipe. Alors là, maintenant, le LED est dépassé puisque c'est le solaire. Et c'est vrai que dans des villes comme ça, on pourrait mettre du solaire. Mais elle anticipe. Le solaire peut alimenter les LED. Complètement. Là, je viens de voir avec notre référent de Mexico qui vient de m'annoncer que toute la ville de Mexico a été équipée en solaire au niveau de ses éclairages publics et qui a une économie de près de 70% de facture énergétique. Mais ce que j'entends, Michel Saban, dans ce que vous dites que la ville de Rio a pu, avec ses économies, commencer à rembourser. Ça veut dire qu'on a quand même franchi un cap. On n'est plus simplement dans de la philanthropie lorsque vous proposez des solutions on est sûr de l'économie. Ça veut dire que vous prêtez de l'argent, vous remboursez de l'argent, vous allez générer d'autres projets comme ça. Il faut que cette économie circulaire fonctionne. C'est un prérequis aujourd'hui. Elle fonctionne. Il faut les deux. Pour l'instant, il faut les deux. On est dans le go-between. C'est ça. Si vous n'avez pas les deux, vous ne pouvez pas. Donc, nous avons une modernisation du microcrédit pour pouvoir justement mettre dans le jukebox pour démarrer. Absolument. Et puis la mise de départ. La mise de départ. On dit au casino. Voilà, la mise de départ. Et puis après, parce que ces femmes-là, celles qui ont droit à ces mises de départ, réinvestissent après. L'économie circulaire dont vous parlez, elle est là. C'est que dès que ça fonctionne pour elles, ce qu'elles gagnent par rapport à leur mise de départ, elles le réinvestissent à côté. Et c'est ça qui est... C'est cette chaîne-là. Le cercle vertueux. Voilà, exactement. Et puis vous luttez aussi contre l'économie souterraine. Chloé Nabédian,
J'en viens à vous. Ça fait donc sans doute écho parce que vous parcourez la France et le monde pour parler des solutions pour endiguer le réchauffement climatique, pour comprendre déjà un peu l'évolution du climat, pas forcément que de la météo qui sont deux choses différentes, vous nous en direz certainement un mot. Ça fait écho ce que vous entendez. Là, vous mettez par exemple en avant aussi les solutions de Bertrand Piccard, qui en a de nombreuses. Bref, cette dynamique-là, est-ce que d'abord le côté, j'allais dire, local, territorial, la micro-idée qui vient des citoyens, c'est quelque chose que vous constatez? Et par ailleurs, est-ce que le rôle des femmes, vous le visualisez aussi, vous, dans vos reportages? Alors il y a effectivement plusieurs choses. Déjà, je suis vraiment d'accord sur le fait que ça part vraiment du local et du citoyen. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai même réorienté mon livre à un moment donné lors du travail d'enquête, parce que j'ai dû vraiment aborder les questions d'adaptation des villes face au changement climatique et face à l'évolution de la météo notamment. Et donc c'est des architectes qui commencent sur le terrain à créer les constructions qui vont permettre aux citoyens de pouvoir se prémunir des épisodes méditerranéens par exemple. C'est les stations de ski qui sont en train aujourd'hui d'évoluer, de grandir et d'essayer déjà depuis un bon moment de se mettre sur cette politique verte avec l'énergie solaire, notamment pour les remontées mécaniques, mais aussi les retenues collinaires pour faire fonctionner les enneigeurs, mais qui aident également aussi les agriculteurs l'été lorsqu'il y a des périodes de sécheresse importantes. C'est aussi d'autres architectes comme Vincent Calbeau qui crée aujourd'hui les structures du futur au cœur des villes, où il met vraiment en place la végétation au cœur de ces constructions. Ça a été le cas à Taïwan notamment, voilà, avec premier bâtiment la première incroyable. Tour réellement de Vincent Calbeau, avec qui grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas Vincent Calbeau, est un architecte français à Paris et qui produit des choses absolument extraordinaires. Vous voyez des tours avec globalement une forêt autour ou dedans, ou en tout cas aux alentours. C'est en fait globalement l'architecture dans l'univers écologique, environnemental préservé. Et c'est vraiment fabuleux. C'est assez exceptionnel. Et après, au niveau des femmes, il y a quelques mois maintenant, j'étais à l'ONU justement avec des journalistes venant d'Afrique pour parler de ces questions de changement climatique, et ils me racontaient à quel point ils étaient finalement interpellés sur place parce qu'il n'y a pas de station météo, et d'ailleurs l'Organisation météorologique mondiale œuvre pour pouvoir vraiment alimenter tout le continent avec ces stations météo-là, parce que du coup on n'a pas la preuve scientifique qu'il y a vraiment ce réchauffement climatique, et on ne peut pas donner la preuve à la population à cause justement à l'échelle locale. On a la preuve scientifique aujourd'hui au niveau globalement, mondial, bien sûr. Effectivement, territorial. Alors, il y a ici à Changenao, on ne peut pas vous parler de tout, mais allez sur le site de Changenao, vous découvrirez qu'il y a beaucoup d'initiatives sur des sondes, parfois accrochées à des ballons, parfois réparties un petit peu partout sur la planète, y compris en mer avec des bouées ultra sophistiquées en objets connectés qui permettent de compléter les données, parce qu'il faut continuer à étudier. Autant il faut étudier les solutions pour contre ce réchauffement climatique, autant il faut mieux le connaître encore. Sur certaines zones qui sont aujourd'hui un petit peu démunies, et effectivement. Donc, on sait aujourd'hui que l'Afrique est le continent le plus impacté par le réchauffement climatique, mais aujourd'hui la population a vraiment besoin de savoir ce qu'il en est réellement, et ça a été notamment le cas au Maroc où il y a une centrale à énergie solaire qui a émergé, et cette journaliste me disait à quel point la population était intriguée par cette centrale solaire, et ils pensaient que subitement la température de leur ville avait explosé, qu'il faisait extrêmement chaud à cause de cette centrale. Or, on sait scientifiquement que ce n'est pas possible, mais aujourd'hui, s'il y avait eu les stations météo, par exemple, précises sur ce lieu-là en particulier, on aurait pu leur montrer à quel point c'était plutôt... c'est toute la différence entre météo et climat. La météo, à l'instant T, peut effectivement évoluer très rapidement. Cette année, il a fait très chaud, peut-être qu'il fera un peu moins chaud l'année prochaine, mais à l'échelle du climat, c'est une échelle de 30 années, en fait, de l'étude de cette météo. Et là, on voit effectivement cette évolution qui est indéniable. Et il y a beaucoup de choses, notamment sur le travail au niveau des énergies. Vous parliez d'énergie solaire, et justement dans l'émission de Zéro Émission, Bertrand Piccard nous parle une de ces 1000 solutions qui est non seulement économiquement viable, mais aussi qui permet d'être vertueuse pour le climat, et il nous parle de l'énergie des vagues qui est en train d'être transformée et qui serait la moins chère sur le marché. Les houles qui sont par exemple testées par certaines écoles d'ingénieurs en France, au large du Croisic, un petit peu partout en France, avec différents systèmes de serpents de mer, de bouées, etc., qui sont actuellement en essai. Sur l'éducation, vous mettez ça en avant, vous allez vous trouver dans vos reportages ou dans votre livre, est-ce que vous avez des actions, est-ce que l'éducation fait, comme le disait Michel Saban, vraiment partie des bases de travail sur ces questions planétaires? Oui, c'est essentiel. D'ailleurs, on le voit avec la jeune génération aujourd'hui. Dans les écoles maintenant, on parle de ce qui se passe au niveau de l'environnement, au niveau du changement climatique, et justement, c'est les enfants qui sont en train d'éduquer les parents indirectement. Et aujourd'hui,
lorsque les enfants voient leurs parents ne pas trier leurs déchets, ils se disent mais attends, c'est pas normal, t'es pas en train de trier les déchets alors que la maîtresse nous a dit que c'était extrêmement important pour telle et telle raison. Et finalement l'éducation se fait un petit peu à l'inverse en ce moment et c'est vraiment primordial aujourd'hui puisqu'une fois que c'est intégré depuis le plus jeune âge, après les choses seront mises en place beaucoup plus facilement. Et pour les internautes, je vous invite cet après-midi justement autour d'une discussion comme celle-ci. Nous parlerons de l'engagement des jeunes. France Télévisions par exemple soutient ce qu'on appelle le lobby de Poissy, une école de Poissy, des jeunes, des enfants qui sont allés voir nos représentants, nos députés, nos politiques pour essayer de faire bouger les choses. Cet engagement des jeunes est vraiment une couleur qu'on retrouve beaucoup ici avec beaucoup d'initiatives, sans parler de ce qui se passe dans le monde avec les Fridays de Greta Thunberg qui probablement fera la une de Life assez rapidement. Arthur, pour Capgemini, est-ce que l'éducation et les femmes, ce sont deux enjeux, en tout cas deux couleurs particulières dans vos actions de promotion, de soutien, voire de financement des actions pour la planète? Alors c'est un sujet très très large. Le sujet de diversité, il est particulièrement important. Pour revenir sur le sujet de l'éducation, aujourd'hui, et vous l'avez mentionné, on a des étudiants, on a les enfants des consultants, des managers, etc., qui mettent une pression incroyable aux entreprises en leur disant « on ne rejoindra pas votre entreprise si vous n'êtes pas vertueux pour le climat, etc. » 65%, je vous donne un chiffre, 65% des gens considèrent aujourd'hui que ce qu'on appelle le RSE, en tout cas le bien-être dans l'entreprise et j'ai envie de dire le respect de l'environnement d'entreprise est primordial dans le choix d'une entreprise. 65%, les deux tiers. Et on voit aujourd'hui des entreprises qui ont du mal à recruter, des grands énergéticiens notamment, qui ont du mal à recruter en France parce que les gens ne veulent pas se projeter dans ce modèle-là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que chez Capgemini, par exemple, eh bien, ça a fait changer les mentalités, ça nous a obligés à changer. Et surtout, on a lancé des grands programmes de transformation. Et c'est la base de Capgemini qui a lancé cette transformation, qui a dit non, nous on veut changer, on veut limiter nos impacts environnementaux, on veut mieux respecter la diversité, on veut faire du mécénat de compétences, accompagner des pays en voie de développement, des associations en difficulté, de l'économie sociale et solidaire, etc. Et donc c'est bien venu de cette base. C'est pas venu de nos... Ça veut dire que c'est les enfants de Capgemini qui gèrent les idées de Capgemini pour la planète. Alors, je vais vous prendre un exemple extrêmement simple. On a lancé il y a un an et demi... La vérité vient souvent de la bouche des enfants. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, ça, c'est encore un exemple. Ou des femmes, disait Michel Saban tout à l'heure. Bon. On a lancé il y a un an et demi un grand programme qui s'appelle Talents First en interne, et dont un des grands piliers est celui du développement durable. Et de comment est-ce qu'on permet aux consultants de se projeter dans notre entreprise, parce que s'ils ne trouvent pas de sens à l'entreprise, ils ne resteront pas. Et donc ça a mené à des grands projets de réduction de notre impact environnemental notamment. Absolument. Et d'accompagnement Une initiative qu'on a également menée à France Télévisions qui s'engage, c'est une décision stratégique de France Télévisions de mettre en avant l'environnement. Vous voyez qu'ici on a carrément monté un studio ici à Change Now et tout au long de l'année on multiplie les nouveaux contenus, les nouveaux programmes et les nouveaux modes de fonctionnement. Sachez que par exemple cette table est une table recyclée qui a déjà servi. Ça vous fait sourire, mais je peux vous assurer que c'est une économie en matériel et en argent tout à fait indispensable. Oui, Michel Saban. Si je peux vous donner un exemple français pour des régions. Allez-y. Le président des régions de France, Renaud Muselier, qui est président de la région Sud, avec le R20, on a réussi à passer un partenariat avec la Fédération française de tennis. Vous allez me dire, pourquoi la Fédération française de tennis ? Pourquoi la Fédération française Parce de que tennis ? la Fédération française de tennis a pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire par rapport au climat. Ils ont construit un nouvel espace qui s'appelle Simone Mathieu, je crois, le nom d'une femme en plus, à Roland-Garros. On a fait le deal suivant et on va voir les premiers arbres plantés bientôt. C'est qu'un siège vendu, un arbre planté. Il nous a fallu 2 ans pour préparer ce truc-là parce que les questions de trésorerie, etc. Mais sur ce quoi s'est engagé le président des régions de France, c'est que là, nous commençons par la région Sud parce que c'est sa région et que les feux ont beaucoup touché les massifs dans le sud de la France. Nous allons faire la région Aquitaine également avec toute la question des landes, les arbres qui ont été abattus. Sachant que Roland-Garros, c'est 80 000 places par jour. Vous voyez ce qu'on va planter comme arbre à l'issue de Roland-Garros là. Je trouve ça magnifique, je suis fière d'être dans le triptyque. Mais j'invite, alors comme les sociétés, mais même les fédérations sportives, tout ce qui est en train de se passer, et pour en avoir parlé à Anne Hidalgo dans le cadre des Jeux Olympiques,
on a l'intention de faire la même chose pour le foot, pour tout ce qui est jeu, parce que c'est 1 euro par billet, c'est pas grand-chose. Mais ça fait tellement bouger les choses. Et quand vous voyez des enfants planter eux-mêmes les arbres, le suivi de cet arbre n'est pas le même. Et c'est la vie aussi. Donc si on veut préserver cette vie sur la planète, il faut s'en donner les moyens. Et toute recherche innovante, même si elle est basique, j'étais au domaine du possible près d'Arles la semaine dernière. On a planté des arbres avec la Fondation Yves Rocher. Mais ce sont des jeunes enfants qui nous ont aidés à faire ça. Je trouve ça génial. Voilà. Merci infiniment Michel Saban de cet très grand enthousiasme. On a compris vos messages. Également celui de Arthur de Capgemini. La citoyenneté au pouvoir dans les dynamiques et les femmes en tête. Michel Saban. Juste une dernière question à Chloé. Qu'est-ce qu'on verra dans votre première émission qui s'appelle Zéro Émission sur France Info Canal 27 dimanche soir? Alors on va évoquer déjà, il y aura plusieurs débats. Le premier sur les médecins qui veulent justement avoir une formation sur le changement climatique, puisqu'il y a des maladies, comme vous le savez, de pays tropicaux qui sont en train d'arriver en France. Il y a aussi l'éco-anxiété qui est en train d'émerger, cette peur justement face au réchauffement climatique que ressentent beaucoup d'enfants, mais aussi des adultes. On va bien sûr évoquer ce qui se passe en Australie pour savoir si oui ou non on va partir vers une guerre climatique. Ça va être le déclencheur ou non. Et Bertrand Piccard qui va bien évidemment nous donner une de ces 1000 solutions. Ce sera le cas d'ailleurs dans chaque émission. Eh ben, c'est une nouvelle émission de France. Pardon, Arthur, vous vouliez ajouter un mot? Juste pour rebondir sur ce que disait Michel tout à l'heure sur le sujet de l'écosystème, je trouve ça très intéressant. L'alliance qui a été faite avec une fédération qui, voilà, de premier abord n'est pas naturelle en tout cas. Nous, on voit que sur tous les sujets du changement climatique, ça ne marche pas si on n'est pas justement en écosystème. Donc, nous, on travaille avec l'agence européenne spatiale sur des grands projets pour voir les gisements de CO2, voir l'évolution de la biomasse. On travaille avec des chercheurs dans un programme européen d'Horizon 2020 sur toute la prédiction en temps réel des énergies renouvelables. Et en fait, c'est bien une intersection de compétences et de métiers qui apporte de la valeur. Si on reste siloté, on sait qu'on n'y arrivera pas. Vous parlez de l'Agence spatiale européenne demain. Ici, on vous montrera le film de Thomas Pesquet, La Terre vue de l'espace à 360 degrés, parce que France Télévisions s'engage pour l'environnement. Nous sommes présents aujourd'hui ici à Change Now, ce 3e rassemblement universel de l'innovation pour la planète, sous cette magnifique verrière du Grand Palais.